et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, j'accueille Gate Boucher, auteur, compositeur, interprète et raconteur. En plus de tous ces cartes-là, Gate est, je vais les lire parce que c'est long, coordonnateur en développement pour Espace Sophia. Bonjour Gate. Ben bonjour, ça va bien? Ben ça va, ben j'allais te le demander, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien aussi. Oui. Hey, on a tellement Tu es tellement une grande personne dans le sens où tu as plusieurs cordes à ton arc. On va commencer par la musique. C'est venu en toi, ça? C'est venu au monde comment? Ben, je suis né dans deux familles de musiciens. Donc, très jeune. Je me rappelle pas, je pense que j'ai appris à jouer la guitare avant de faire de la bicyclette. En tout cas, avant d'aller à l'école, je jouais la guitare. Fait que je me souviens pas si c'était à 4 ans ou à 5 ans, mais ça a commencé comme ça. Et après ça, à l'âge de 7 ans, j'accompagnais la chorale à l'église. Fait que ça a commencé comme ça. Mais ma grand-mère maternelle, c'était une bachelière en piano classique. Mon père, c'était un chanteur de ténor, donc on a eu des spectacles tous les dimanches quand on avait visité les grands-parents. Puis ma mère, elle savait... Ma mère, c'était pas une fille qui jouait du piano, mais elle savait tous ses accords. Les deux mères, je l'en avais montré, puis ma mère, c'est une institutrice. Et bon, il y avait la musique. Le chant, lui, c'est-tu venu automatiquement ou c'est quelque chose que tu as dû développer? Ben écoute, c'est... avant de jouer, avant d'être musicien pour la chorale, j'étais... en première année, ils nous font tous chanter. Oui. Puis la sœur qui nous avait entendus, puis moi, puis un de mes frères, ben là, ils nous ont recrutés dans la chorale pour chanter à la messe de Noël. Fait que, avec mon frère Normand, on a chanté Sainte Nuit. OK. Ça a été ma première expérience publique, tout ça. Puis, à un moment donné, ça s'est présenté comme ça, avec un de mes cousins qui jouait la guitare déjà, puis il voulait faire une chorale de jeunes. Fait que j'avais 7 ans, lui avait 10 ans. Fait que, on s'est mis à jouer la guitare comme ça, puis là, j'ai été musicien à l'église pendant 10 ans. Fait que j'ai appris mon solfège avec les religieuses. Puis j'ai commencé à suivre des cours de piano à l'âge de 12 ans. Pendant 3 ans. En tout cas, j'ai fait 3 ans de piano, mais dans le fond, ça équivalait à 5 ans, 6 ans à peu près. Ben oui, c'est pour ça. Dans le fond, si je comprends bien, c'est parce que déjà ta famille, elle était au niveau de la musique. Fait que pour toi, une guitare, tu avais déjà ça dans la maison. C'était facile de dire on part puis je m'amuse avec ça. Ben, quelqu'un de pas normal chez nous, c'est quelqu'un qui ne jouait pas de musique. OK. Il est dans mes curieux, lui, comment c'est qu'il joue pas? Mais chez nous, tout le monde joue. Puis là, j'ai commencé à avoir les premiers orchestres avec mes frères. Oui. On était 4 frères qui jouaient ensemble. Puis mes cousins, les autres étaient 5 frères et sœurs qui jouaient ensemble. On avait un autre qui était deux cousins avec une autre famille de 2 cousins qui avaient un autre band. Les autres, dans les années 60, c'était un orchestre très, très populaire. Fait que c'est vraiment eux, en plus. Eux autres s'appelaient les Mondes. OK. Puis mes parents m'avaient emmené les voir jouer. Puis c'est vraiment là le déclic à 5 ans. Là. En Abitibi, ça, toujours. Oui, en Abitibi, oui. Fait que là, j'ai dit « wow ». Puis à un moment donné, tu sais, mon père et ma mère, ils se faisaient un petit lunch avant de se coucher le soir. Fait que je me souviens plus quel âge j'avais. Mais c'était... il y avait Bernard de Rome qui parlait à la TV. Ça fait longtemps. Puis, il expliquait que les Beatles, ils s'en venaient faire une tournée nord-américaine, puis il y avait des images. Puis à partir de là, je te le dis, c'est là que ça a fait un déclic dans ma tête. C'est ça, je vais faire mes chagrins. OK. Depuis cet âge-là, j'ai rien que ça dans la tête. Fait que c'est un rêve d'enfance qui a toujours persisté. Ah, c'est pas un rêve, c'est une certitude. OK. C'est encore plus profondément ancré, ça. Il n'y avait rien pour m'empêcher de faire ça. Fait que j'ai appris un paquet d'instruments, j'ai joué dans un paquet de projets, j'ai été accompagnateur, j'ai été soliste, fait que j'ai tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin à ce qu'on peut appeler un spectacle ou de la musique. J'ai toujours levé la main pour être présent. Puis au niveau de la composition, parce que je sais que tu écris aussi plusieurs de tes chansons, ça a-tu commencé dans ces années-là ou c'est ça? Oui, ça a commencé. J'ai découvert ça à l'âge de 9 ans, en 3e année. Justement, quand la sœur, c'est là que j'ai découvert Félix Leclerc, l'hymne au printemps. Et c'est là que j'ai dit, ben voyons donc. T'sais. Puis je trouve ça bizarre que j'aille penser ça à cet âge-là. À 9 ans, de dire. Tu sais, quand je reviens encore cette phrase-là qui m'a tout resté dans la tête. Et près du ruisseau sont alignés les fées.
Mais les filles, là, c'est comme, je sais pas comment ils appellent ça, les mouches, là, qui... Oui, Ils marchent là, aux autres, là. C'est des grandes... ils ont des grandes pattes. Je sais pas c'est Oui, quoi. je sais ce que tu veux Bon, dire. ben, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des métaphores. Puis depuis cet âge-là, j'ai toujours parlé en métaphore. J'ai toujours comparé quelque chose à... J'ai toujours essayé de comparer un phénomène naturel ou un phénomène animal, puis le comparer à un phénomène humain. Puis j'ai écrit une tonne là-dessus à un moment donné. J'étais en Gaspésie, plus vieux, là. Homme fait, comme dirait mon père. J'étais en Gaspésie, puis à un moment donné, j'étais assis, puis je regardais le rocher percé. Puis là, je lisais un article sur le rocher qui disait qu'il perdait genre comme 4 ou 5 tonnes de matériel par année parce que la mer frappe dedans. Oui, l'érosion. Puis là, j'ai fait une chanson qui s'appelle Le rocher percé. Puis j'ai mis ça dans comme une relation de couple qui va pas bien, mais qui paraît bien. C'est-à-dire, on ne peut pas les imaginer pas ensemble, mais ils se font tellement de mal quand ils sont ensemble. T'sais. Fait que la toune, puis ça a même passé à Denis Arcand, cette chanson-là. Hey, Ouais, quand même, hein? Oui, à un moment donné, puis un de mes chums, il dit j'ai manqué de tomber en bas du pont Jacques-Cartier avec mon char. Il dit tu viens de passer à Denis Arcand, ta chanson vient de passer. Parce que c'est MC Gilles qui avait emmené ça là, l'animateur avec le chapeau de cowboy. Oui, je sais c'est qui. Ça fait que lui, il s'est même suivre, puis on m'écrivait des commentaires. À un moment donné, je me disais, écris-tu de moi? Non, il était avec moi, mais en tout cas. Mais il a fait passer à la tune à des affaires de même, puis il y a eu comme un silence dans l'émission, puis Paul Arcand dit, ouf, c'est déchirant ça. Parce que le refrain, c'était comme la mer qui fait la croix de me bercer, tu te brises sur moi, puis tu me garoches tes douleurs. C'est quoi le titre de cette chanson? Rocher percé. Rocher percé, sur quel album? Premier album, Le Route 116. Oui. Tu as combien d'albums, finalement? J'ai 2 albums. Tu as 2 albums. Avec les années, j'ai composé 2 albums, mais c'est vraiment, comme je te rappelle, quand j'ai découvert Félix Leclerc, je me suis dit, ben là, je peux m'amuser. Je peux m'amuser en prenant des choses pour les rendre vivantes. Tu venais de découvrir, pour pouvoir prendre tes jeux de mots, un océan de possibilités. Oui. C'est un peu ça, hein? Oui. Là, j'ai tombé dans un autre univers, puis là, j'ai commencé à faire des essais, puis à l'âge adolescent, ben là, j'avais un de mes cousins qu'on jouait de la musique souvent ensemble. Fait que j'ai commencé à faire des tentatives d'écriture, mais tu sais, à cet âge-là, tu te cherches une blonde, puis tu es au premier niveau. Je veux dire, là, je suis au premier niveau, puis je me suis rendu compte que dans les chansons d'amour, j'étais pas trop le sozo. Non, mais c'est aux autres. Je veux dire, j'étais un gars, moi, parce que j'ai eu un autre métier pendant des années, en foresterie. J'ai étudié en foresterie, finalement. Puis, j'ai technicien forestier, donc c'est ça qui m'a amené dans la région. Et là, j'écrivais, puis je me suis rendu compte, justement, quand j'étais dans les camps forestiers, on passait des semaines sans oui. puis c'est là j'écrivais gros. OK. Je me suis mis à écrire gros. Puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle La complainte du Boréal, à un moment donné. J'ai tout pris des noms d'arbres. Tu sais, ma belle épinette noire, tu sens que les branches que j'ai le cœur en train de fendre. Ma belle épinette noire, je sais bien que c'est à cause de mon boulot. Pourquoi tu es un peu plié? T'sais. Oh! Fait que cette chanson-là, c'est cette chanson-là qui m'a amené au niveau professionnel. Parce que, puis ça faisait plusieurs fois que je la présentais dans les concours d'écriture et tout ça. Puis à chaque fois, on me disait, c'est beau ce que tu dis, mais il y a tellement de fautes d'orthographe. Moi, j'écrivais le nom de l'arbre. Oui. Je sais bien que c'est à cause de mon boulot, mais B-O-U-L-E-A-U. Oui. Parce que tu écrivais ton français, c'est juste que tu écrivais. Puis là, j'avais amené, j'ai fait évaluer mes chansons à la Place des Arts. J'ai envoyé mon trio Big Mac, là, comme on dit. Là. Oui. Fait que là, le directeur de la Place des Arts m'a appelé, je me rappellerai tout le temps, le 24 décembre après-midi. Lui, c'est le mari d'Isabelle La Jeunesse qui m'a appelé, la fille de Jeannette. Oui. Il riait. Il dit, toi, là, fais pas un show. Enligne-toi pas sur un show, puis juste de ça, parce qu'il dit, ils perdent une phrase ou un mot dans ce que tu chantes, puis ils viennent de perdre le show complet. C'est trop brain. Oui, c'est ça, c'était trop intense. Comme. Fait qu'il dit, Corey, je t'appelais un peu, sors un peu de ça, ces jeux de mots-là intenses. Parce que même, là, j'ai même écrit une toune sur Plessisville. OK. Parce que c'est la capitale mondiale de l'érable. Oui. Puis j'ai composé une toune avec toutes des fins de phrases qui finissent avec des mots qui finissent par érable.
C'est bien beau. Je Ouais. la connais. Celle-là, Ben, je la celle-là, je connais l'ai pas. jamais publiée encore. OK. Ça s'en vient. Mais c'est ça. Fait que là, il y en a une, là, je me donne un défi. J'essaie de composer une tonne avec des syllabes jumelles, comme bébé, papa, pipi, caca, tu sais, des affaires de même. Oui. Donc, là, celle-là est rough. Celle-là est rough. Là, j'essaie de compter une histoire avec juste des mots qui ont des syllabes jumelles. C'est ça. Fait que Là, c'est ton défi du moment. ben, c'est ma torture. Oh! Oui, oui, moi, c'est ma torture. Il faut être un petit peu masochiste là-dedans, dans ce métier-là. Fait que je suis content. Je suis content d'avoir tout vécu, tout passé les étapes de ce métier-là. T'es Mais, raconteur aussi. Tu ouais, as fait une conférence que tu as montée, que tu livres à plusieurs oui, endroits. oui, oui. Ben, elle est allée plus loin qu'on pensait. Ça, c'était une invitation. Justement, j'avais fait mon spectacle Nikamo. Oui. Nikamo, qui est un mot autochtone Innu, qui veut dire celui qui chante. On fait une parenthèse, tu as des racines Oui, autochtones, oui, hein? oui, oui. La quatrième génération. OK. Ma grand-mère, c'est une autochtone. De Pointe-Bleue, Lac-Saint-Jean. Donc, puis de l'autre côté de ma grand-mère, c'était la cinquième génération. Fait que, de ma mère, je veux dire. Fait que, c'est ça. Fait que j'avais, ce projet-là aussi j'avais été boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec. OK. Parce que je racontais justement des chansons qui ont servi la cause. Parce que tu savais qu'au. Tu sais, on se demande pourquoi que dans notre traditionnel, membre à la fontaine pour repêcher du poisson, les Liaison, liaisons, dindon. la fontaine n'est pas forte. C'est parce qu'à un moment donné, pendant la rébellion, Oui. les Anglais, c'était eux autres qui avaient créé ça, le système juridique, l'habeas corpus. L'habeas corpus qui veut dire tu es en accusation, mais tu peux être libéré sur caution. OK. Puis tant et aussi longtemps que tu n'es pas passé en procès devant un jury, tu ne peux pas être condamné coupable. OK. C'est l'habeas corpus. Et quand la rébellion des Canadiens français est arrivée, ils ont enlevé l'habeas corpus. Donc, ils pouvaient, disons-le comme ça, pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les Canadiens français. Du moment qu'ils étaient trois qui parlaient ensemble, ils pouvaient les accuser de complot à couronne. Puis ils pouvaient décider ce qu'ils faisaient. Ils les emprisonnaient ou ils les supprimaient ou ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, les Canadiens français, apparemment, qui avaient découvert que lorsqu'ils coupaient quand ils se parlaient, ils chantaient. Pour pas se pogner. OK. Puis ça allait déjouer les interprètes anglais. C'est bon, ça? Fait qu'ils se faisaient pas prendre. Fait qu'exemple, m'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson. On sait ce que ça veut dire. La fontaine, c'est une chute. Oui. Bon, la fontaine est plateforme, je coulais à fond. Par ici, tu passes 3 cavaliers barons. Ça veut rien dire. C'est ça que j'explique dans la conférence. Oui. Fait que je commence la conférence avec Dondan. Puis là, je demande au nom, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne le savez pas? Bien, c'est normal, ça ne veut rien dire. Il y en a qui appellent ça du jargon, il y en a qui appellent ça la tourlute. Puis en France aussi, ça se faisait un petit peu, ces affaires-là, mais là, ici, c'est devenu intense. C'est devenu, ouais. C'est devenu intense, puis ça a servi ça. C'est-tu dans cette même conférence-là aussi que tu apprends que, bon, pour Jean Rivard, M. Guérin-Lajoie, Oui, et c'est tout ça. Puis on s'en était déjà parlé. C'est pas avoir habité à Plessisville, pas avoir habité dans la région, j'aurais probablement jamais découvert. C'est un beau hasard, puis je sais pas si c'est un hasard ou une destinée, à la limite. Qu'est-ce qui a fait que je me suis assis sur le banc de l'hôtel de ville à Plessisville cette journée-là, puis que je me tourne, puis qu'il y a une statue Jean Rivard. Puis j'étais dans le processus de recherche à l'époque, justement, pour Nikamo, que je présentais, que j'étais en train de créer. Puis là, moi, ma recherche était basée sur qui pourrait être un des premiers auteurs-compositeurs de souche québécoise. Oui. Tu sais, ses parents peuvent être français, mais que lui, il est venu au monde. Donc, je cherchais ça, puis là, j'ai trouvé Jean Rivard. Jean Rivard, fait que là, j'ai dit, hey, torieux, il y a une station avant de l'hôtel de ville, il y a une école qui s'appelle Jean Rivard, l'ancienne commission scolaire s'appelait Jean Rivard, il y a une garderie que j'ai déjà envoyé mes enfants là qui s'appelait Jean Rivard. J'ai dit, voyons donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là, pour mériter une statue? Et c'est là que j'ai découvert sur Internet que Jean Rivard, finalement, il n'a jamais existé. C'est un personnage de 2 romans de Antoine Gérin-Lajoie qui avait écrit pour les Canadiens français, pour leur montrer qu'il pouvait être d'autres choses dans la vie que d'être au service des Anglais. Bon, ça suggérait ça. Et c'est là
Ils ont dit le personnage tiré des deux romans d'Antoine Gérin-Lajoie, auteur, compositeur de la chanson Un Canadien errant. Oh! 1842. Moi, je suis dans le début de mon affaire avec le jargon batture-lutte. Puis là, pouf, 1842, cette chanson-là apparaît. Ben oui. Puis ça avait été... lui, il n'avait pas composé la musique, hein, il avait écrit les paroles. Puis ça a été des nouvelles paroles, mais c'était pour garder quelque chose d'écrit sur l'exil des patriotes qui n'ont pas été pendus. Il y en a 58 qui ont été expatriés en Australie. Puis il s'est servi de cette chanson-là, il a écrit Un Canadien errant. Et là, je t'annonce que de cette chanson-là, si aujourd'hui tu te promènes avec une plaque sur ton auto, c'est écrit Je me souviens, Oui. ça a été pris dans cette chanson-là. Donc, le Je me souviens qu'on a sur nos plaques vient des années 1850. Ben, c'est ça, 1842, de la chanson d'Antoine Gérin-Lajoie. Ben voyons. Un Canadien errant. Banni de ses foyers. Je trouve ça le fun parce que il y a probablement 90% des Québécois qui ne savent même pas d'où vient cette... Même les politiciens, je te dirais. Je l'apprends à des politiciens. Puis ça, c'est tout, toi, tu as trouvé ça, là, tout en faisant tes recherches, puis... Ben, il faut chercher dans la vie des fois pour savoir d'où on vient pour aller savoir d'où on va. Oui. Fait que, parce qu'on est toujours dans le va, hein. Oui. Fait que, tu sais, on s'en va, on va par là. C'est rare qu'on peut revenir puis dire on va recommencer ce bout-là. On peut plus. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, c'est ça, j'essaie. Puis cette conférence-là, pour revenir à ta question, c'était sur une invitation, parce que je faisais un UQAMU, puis Steve Veilleux de CAIM m'avait invité pour une journée de la musique qu'il avait lui organisée à Drummondville, au centre-ville. OK. Fait qu'il y a un gros casabo là, dans le centre-ville. Fait qu'il y avait Jean-François Dubé de Silence, tous des chums. T'sais. Fait qu'il me dit je pourrais te laisser 40 minutes, get chez tu prépares du nouveau stock, puis tu pourrais venir essayer ton stock. Oui. Fait que, merci beaucoup, Steve Veilleux. Puis, tu allé présenter ça, puis le président de la Société Saint-Jean-Baptiste était là. Puis, écoutez, il dit, toi, là, tu passes tout un message. Hein. Il dit, on a envie d'aller avec toi après. Là. Il dit, t'es pas un provocateur. C'est ça que j'ai aimé de ton spectacle. Tu provoques pas. Tu suggères. Puis, on en fait ce qu'on en veut. Puis, il dit, on serait prêt à partir à la guerre avec toi. Tu sais, c'est pas genre. Hey, un beau message. Hey, il y en avait des braves, tu sais. Il y en avait des braves. Par quelque part, t'entends, sauvons-nous les là. Oui. Fait que non. Moi, c'est de même que ça s'est passé. C'est vérifiable. Je le Oui, dis oui. tout le temps. Puis ça, tu me présentais comme raconteur, j'aime bien, parce que quand on raconte quelque chose qui s'est passé pour le vrai. Des faits. On l'invente pas, là, Non. puis on fait pas de magnitude avec ça. On raconte ce qui s'est passé, puis c'est ça qu'on oublie un peu. La mémoire collective, ça perd. On oublie rapidement. Ça perd énormément, mais puis moi, ben, tu sais, comme on a des parties de famille, puis mes neveux, puis mes nièces, ils sont sensibilisés à ça. Tu sais, hey, madame, conte-nous donc ça, comment ça s'est passé. Tu sais, puis je compte des histoires qui sont arrivées dans des camps forestiers. Tu sais, Ben oui, tu as cette expérience-là. Les expressions, tu sais, le gars d'Andorre. Oui. Puis, ça vient où ces mots-là, tu sais, à un moment donné? Tu es chanteur, auteur, compositeur, oui, Ouais. et raconteur, puis bon, ton directeur, pas directeur, coordonnateur, pardon, des événements. Lequel de tous ces rôles-là, pour toi, qui est le plus gratifiant, qui est le plus important? Bien, ils sont tous importants parce que faut que je te raconte une histoire que c'est quasiment incroyable. Je suis devenu, on est devenus très bons amis, moi et Pierre Dion, l'ex-PDG de Québécois. Qui a remplacé Pierre Carl pendant qu'il était en politique. Écoute, il y avait un party. Moi j'étais en spectacle au corner de Victoriaville, puis à un moment donné, on célébrait l'anniversaire d'une de mes amies, puis on était une vingtaine, puis d'un coup, il est arrivé une gang de gars accompagnés en habits, puis tu sais, swell. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui s'est même demandé, Pierre Dion, il aimerait avoir cette chanson. Pierre Dion. Puis là, au bout de 2 heures, j'ai dit, bon, c'est qui ça, Pierre Dion? Ben, je savais une tourne qu'il a demandé lui-même. Je présente, beau bonhomme. Salut, il m'appelle Pierre Dion, tout ça. Fait qu'il dit, regarde, madame, il dit, on est dans un pub irlandais. Il dit, t'arrêtes-tu de quoi? D'argent. Ben, j'ai dit, regarde bien ça. Quand je paye ma mandoline, puis j'ai dit, on va faire ça comme dans le temps. Pas de micro, pas rien. J'ai dit, toi, occupe-toi du monde, puis moi, jouer de la mandoline. Puis j'ai parti sur une improvisation que je n'avais jamais joué.
Mais tu sais, quand tu dis, il se passe de quoi, là? Là, il se passe de quoi? Oui. Puis lui, il a fait un lever de monde. Ça a duré peut-être 10 ou 12 minutes, mais c'était, on tape du pied, le monde debout de ses chaises, ses tables. Le party. Avec une improvisation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait que le lendemain, mais je sais pas plus c'est qui, moi, ce gars-là. Là. Fait que le lendemain, je suis chez nous, avec ma mandaline, puis là, mon gars, Philippe, à cette époque-là, il avait 14 ans, il sort de sa chambre, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, il y a un gars qui me demande de taponner que ça, puis, ben, t'as pu voir ma guitare. Fait que là, le jeune, il m'a emmené ailleurs avec sa guitare, tu sais, ah, avec ça va être bon, ça va être bon. Fait qu'on a pratiqué ça toute la semaine, fait que là, on avait des spectacles à Magog, puis il est venu jouer avec moi. Il dit, il faut essayer la tourne devant le monde, il faut essayer la tourne. On a essayé la tourne, puis ça a pogné. Ça a encore le même effet, mais encore plus avec la guitare. Ben oui, à côté. Là, c'était quand puis après ça, le lendemain, on en revient à la maison, mon autre gars était là, on joue ça, il dit, hey, c'est quoi ça? Il saute sur le drum. Mais mon gars, c'était un tripeux de Metallica, puis, tu sais, c'était un drummer, il a 2 bass drums, tu sais, 2 kicks. Et là, il nous emmène à une place que là, je ne pensais pas d'aller. J'enregistre ça, puis j'emmène ça, je suis en train de faire Nicamo, l'album. J'emmène ça au réalisateur à Montréal, Michel Francaire, qui est chef d'orchestre de Bobby Bazzini, tout ça, puis il a fait beaucoup de projets avec Kenny Villeneuve. Il dit, mais c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, je t'ai fait ça. Ben, je sais pas trop ce que tu t'en vas avec ça. Ben, j'appelle Danny Armstrong, qui est mon collaborateur au violon. Je dis, Danny, viens à Montréal, c'est rien à faire, il faut qu'on règle quoi. Fait que là, il arrive, il met ses écouteurs sur la tête. Fait qu'il dit, partez à la toune. Je joue à la toune au complet. Ting! Là, Francaire, il nous regarde, il dit, vous autres, vous riez de moi, hein? Non, pourquoi? Ah, il dit, c'était une toune que vous avez faite, là, puis vous la savez, votre toune. Hey, Danny dit, le gars, il n'était même pas voulu me l'envoyer, il voulait avoir mon inspiration. Il voulait que je me mette les écouteurs sur la tête et que je parte. Non. Ouais, ça s'est passé de même. Ouais, mais ça s'appelle comment, cette tune-là? Bon, c'est Pierre Dion. Puis là, Samuel Bus de Noir-Silence. Ben voyons. Qui était mon directeur artistique sur ce projet-là. Puis lui, à cause que je connais souvent, il m'appelle tout le temps hey, la légende. Il dit là, c'est le temps. On appelle ça la légende de Pierre Dion. Ben là, moi, je sais pas trop ce qui arrive. Fait que là, bon, fait qu'on finit l'album, tout ça. Fait que au mois de mai, la tourne, l'album est pratiquement terminé. Mais là, il reste encore du finalage à faire avec ça. Fait que là, au mois de mai, c'est réglé. Cette tournée-là va faire partie de l'album. Je suis en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tout d'un coup, dans ma chambre d'hôtel, j'écoute la télévision. C'est à l'ouverture du centre Vidéotron. Tu vois Pierre Dion à télé. Tu viens d'apprendre c'est qui. Ben là, c'est l'animateur. L'animateur, il dit, maintenant, on va voir au président de l'État général, chef de la direction, M. Pierre Dion, de venir nous révéler la programmation officielle du centre Vidéotron. C'est le gars qui était à Victo, ça. C'est donc là, j'appelle Michel Francaire, je dis, ouvre ta TV LCN, là, tu vas savoir c'est qui, Pierre Dion. Fait que là, ça reste de même. Fait qu'il disait, hey, on change de tune. Non. Je lui dis, non, hey, là, on est prêt. On n'a rien à pas en parler, là, avant que ça se rende là. Fait que, quelques mois plus tard, il y a ma Trackers Radio, ma pisteuse radio, Martine Berubé, elle m'appelle, elle dit, Gay, t'as dit, le comité d'écoute à Montréal, ils ont checké tes tunes, puis on aimerait savoir une tune qui n'est pas de Noël, mais qui n'est pas de jour de l'an, mais qui est une tune festive. Fait qu'elle dit, j'en ai 5, elle dit, tu me parlais que tu avais 10 tunes sur ton album qui s'en venaient. Ben, j'ai tout le temps envoyé ça. Quelle tune tu penses qu'ils ont choisi? Pierre Dion. Ouais, là, j'ai fait un appel à tous sur Facebook, parce qu'on m'a déjà dit qu'on était à 5 personnes du pape. Fait que j'ai dit, je devrais être correct avec Pierre Dion. 7 personnes, pas 5, 7. Fait que là, ça a pris 3 personnes. Puis c'est une madame chez qui il résidait quand il était hockeyeur à Victoriaville. Ben voyons. Le monde est petit, elle hein? dit, qu'est-ce que tu y fais, Pierre? Ben, j'ai dit, moi, vous envoyez mes affaires, puis tout. Fait qu'elle, elle connaissait le bras droit, l'adjoint à Pierre. Oui. Avec Martin Tremblay, il a reçu ça. Là, ils font écouter ça. Lui, il écoute ça. Puis, en tout cas, ça a fini que le samedi matin, hasard, je suis retourné jouer à Magog, puis je reçois à 9h du matin. Salut, Guy. Oui, salut. Il dit, c'est Pierre. Je dis, Pierre. Ben, il dit, Pierre Dion. Je dis, ben, voyons donc. Je dis, t'as peu mon passé. Fait que, il était bien honoré parce que j'ai juste raconté la soirée qui s'est passée dans mon texte. Un étranger vient d'arriver, puis il demande au monde, madame, oui. monsieur, venez-vous danser. Ah, c'est bon. Fait que là, ça finit de même.
Puis que là, à un moment donné, on est devenus très amis, puis on se parle souvent. Puis à un moment donné, bah, j'étais dans le coin de Montréal. Je dis, ah, on prend une petite bière ensemble. Puis à un moment donné, c'est la question, tu sais, les rêves qu'on avait ado, puis tout ça. Fait que je lui demande, c'est quoi ton rêve dans la vie? Parce que, tu sais, on sait quand même ça qui va. Il dit, moi, j'avais deux choix, c'était d'être artiste ou sportif. Puis il dit, dans le sport, quand même, était assez loin. Mais j'aurais vraiment aimé être artiste. Mais j'ai pas trop tard. Ben, il dit, voyons, gars, ben non, j'ai pas trop tard, tu peux écrire. Fait qu'on s'est lancé un défi. J'ai dit, Pierre, ben, il dit, quel sujet? Ben, j'ai dit, regarde, là, j'ai dit, vu de mon côté, un gars comme toi, je me demande, c'est quoi le mur dans ta vie? As-tu un mur dans ta vie? Il dit, oui. Puis il ne me l'avait pas dit encore, ça, cette bout-là, mais sa femme est atteinte d'un cancer. Puis il se promenait à grandeur. Fait qu'on a décidé d'écrire là-dessus. Ça va sortir bientôt, cette chanson-là. Là. On est en train de finaliser tout ça. Là. Elle est décédée, finalement. Oh, puis il m'a demandé de lire le texte à ses funérailles. OK, vous êtes restés proches tout le temps après ça. Ah, non. Oui. C'est ton ami, là. Oui, vraiment. Ah, c'est beau. Oui. Puis écoute, on a eu des bons commentaires de Ginette Renault, notre ami dans ses comptes, le nom ne vient pas, là, celui qui a écrit Richard Tremblay, Oui, mais je suis pas bonne moi, dans ces noms-là. José Lito Michaud, tout ça, on a eu des très bons commentaires, puis tout ça, fait que la vie fait des fois, comme je te disais tantôt, c'est-tu un hasard que j'ai appris à jouer de la musique ou c'était une destinée? C'était une destinée. Puis c'était une certitude à quelque part. Ben moi, je pense que c'était une destinée. Fait que là, c'est ça, puis avec mon nouvel emploi à Expérience Sophia, ben, ça prolonge ce que j'avais commencé avec ma production maison. Hey, on va te réinviter, Gate. Ouais. On a encore plein de choses à dire. Le temps est écoulé. Je te remercie beaucoup de t'être ouvert comme ça à nous autres. Je te remercie de l'invitation. Puis écoute, je te souhaite le meilleur. Puis je te redis pour la prochaine fois. Bienvenue. Félicitations pour votre émission, hein, comme ils disent. Merci beaucoup. Merci.